Bonsoir à tous, bienvenue à Buenasera Calcio. Écoutez, le dernier jeudi de la saison. Effectivement, on va rentrer dans une période, l'intersaison, où il n'y aura plus qu'une seule émission de Buenasera Calcio par semaine. On va garder le lundi pour pouvoir discuter un petit peu des sujets intéressants de cette intersaison, mercato, stratégie, géopolitique du foot, bref, on va vraiment aborder énormément de sujets pendant cette intersaison, mais on va arrêter de faire 2 émissions par semaine, et puis à partir bien sûr du mois de septembre, ça repartira avec une émission le lundi, une émission le jeudi, pour pouvoir analyser toutes les reprises de tous les championnats et les Coupes d'Europe. Voilà, en tous les cas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour 3 sujets qu'on va aborder. C'est les finales de Coupe d'Europe, finale de Conference League qui a eu lieu hier soir, on va revenir un petit peu dessus, et finale de Champions League qui a lieu samedi soir. Donc on va se projeter un petit peu sur ce match Inter-Manchester City. C'est, comment dire, la dernière chance des clubs italiens, parce que ça s'est pas très bien passé hier. Donc voilà, on va analyser un petit peu et voir quelles sont les chances de l'Inter et de Manchester City. Voilà. Ensuite, on va passer sur Maldini, clap de fin. Ouais, effectivement, ça s'est terminé entre l'AC Milan et Paolo Maldini, la légende absolue du Milan, bien entendu, mais aussi de ce sport. Donc c'est une des légendes de ce sport, je pense qu'il n'y a pas à discuter, il fait partie des 10 joueurs que, si je dois citer des légendes absolues du football, je le mets dedans. Donc voilà, c'est très triste. En tant que supporter du Milan, je suis attristé par cette nouvelle. Mais après la tristesse, et c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler lundi, parce que bon, c'était dans les tuyaux, mais c'était pas confirmé déjà, première chose. Et ensuite, j'avais pas envie d'analyser ça à chaud parce que je voulais voir si le Milan avait un plan. Redbird avait un plan. Donc voilà, donc je vais essayer de vous dire un petit peu ce qui a marché avec Maldini, ce qui n'a moins bien marché, la direction prend Redbird, comment est-ce que ça aurait pu continuer à fonctionner ou pas, et voilà. Ok. Et puis ensuite, on va revenir sur la stratégie saoudienne. Pourquoi ? Parce que vous entendez, il y a des transferts dans tous les sens en Arabie Saoudite. Karim Benzema, mais bientôt N'Golo Kanté. On parle de Sergio Ramos, on parle de Modric, on parle de Loris, etc., etc. C'est pas fini, voire même Bousquet. Donc voilà, donc c'est pas fini, et je voulais un petit peu j'ai lu et écouté beaucoup de choses ces derniers temps sur la stratégie saoudienne, et donc j'avais envie de partager ça avec vous, et de vous donner en tous les cas mon point de vue sur qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça colle à ce qu'a fait le Qatar par exemple, ou ce qu'est en train de faire Abu Dhabi aussi, ou bien c'est un petit peu c'est différent. Et effectivement, c'est différent. L'Arabie Saoudite est différent déjà d'une parce que c'est un beaucoup plus grand pays, et donc on va analyser ça tous ensemble. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer par le début, la finale de Champions et la Conference League. Alors on va évacuer la Conference League, on va en discuter tout de suite. Hier soir, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais il y avait un petit peu 2 équipes, 2 salles, 2 ambiances. La Fiorentina qui jouait vraiment le jeu, qui jouait énormément au football, qui pour moi a été la meilleure équipe des deux, avec un Buenaventura absolument étincelant, vraiment. En plus il marque le but égalisateur, mais au-delà de ça, il a rayonné sur le milieu de terrain. Amrabat aussi a fait un très très bon match. Après, c'est vrai que devant, malheureusement, c'est quand même pas ultra brillant, la Fiorentina, donc ils ont pas vraiment, comment dire, ils ont pas vraiment été décisifs quand il fallait, ou alors quand ils l'ont été, il y avait un tout petit hors-jeu de 10 cm. Enfin bon, bref, c'est comme ça, c'est le football.
Donc voilà, mais je trouve que sur l'ensemble du match, la Fiorentina était supérieure à West Ham, et ça veut dire quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je disais exactement la même chose lundi au sujet de la Roma, qui pour moi était supérieure aussi en finale au FC Séville. Et c'est là où, vous savez, la Coupe d'Europe, c'est de l'expérience. Alors, il y a de l'expérience à plusieurs niveaux. Il y a l'expérience au niveau des clubs, des clubs comme le Milan, comme, je sais pas, la Roma, comme la Fiorentina, dans une moindre mesure, mais en tous les cas, voilà, des clubs qui vous font arriver loin dans les compétitions. Et puis, il y a l'expérience des groupes. Et ça, c'est ce qui vous fait gagner. Donc, c'est vraiment, il faut les deux. Il faut que le club soit expérimenté et sache gérer ce genre de moment. Et il faut aussi des groupes de joueurs qui sont expérimentés aussi, ensemble, à ces joutes européennes. Alors la Serie A est revenue sur le devant de la scène cette année avec 3 clubs en Coupe d'Europe, 5 en demi-finale, 7 en quart de finale, bref, c'était fantastique. Ça n'empêche que pour l'instant, on est sur un 0 sur 2 et que probablement c'est quand même mal barré pour la finale de Champions. On va regarder, on va en parler un petit peu après. Mais c'est parce que justement, les groupes n'ont pas de vécu encore à ce niveau-là. Les clubs si, mais pas les groupes. Donc voilà, ils reviennent. C'est le retour de la Serie A. Ça n'est que le début, j'espère. Je pense que c'est que le début parce que les clubs sont ambitieux, les entraîneurs sont ambitieux aussi. Vous avez vu le jeu d'Italiano qui joue contre une équipe de Première Ligue, qui n'hésite pas à se découvrir, à attaquer, à être ambitieux, etc. Donc voilà, les clubs sont ambitieux, les entraîneurs sont ambitieux, les joueurs sont bons. Il y a des projets qui sont vraiment très très intéressants, pas du tout uniquement basés sur l'argent et est-ce que je peux dépenser plus que l'autre. Pas du tout, quand on voit le projet du Napoli, du Milan, de l'Atalanta, de la Fiorentina, etc. Alors, la Roma c'est un peu différent, mais bon voilà. On peut se dire quand même que le championnat va dans le bon sens et a des projets ambitieux qui ne reposent pas que sur l'argent. Donc voilà, mais il leur manque de l'expérience et ils sont en train de payer pour voir et probablement que ça va leur servir l'année prochaine, l'année d'après, lorsqu'ils vont se retrouver à nouveau dans une finale de Coupe d'Europe ou dans une demi-finale de Coupe d'Europe. Tous ces moments-là vont être des moments qui vont pouvoir faire basculer le match dans la bonne direction. Donc voilà, West Ham, a priori, quand on regarde l'effectif de West Ham, était au-dessus de la Fiorentina, et pourtant ils se sont fait dominer de la tête et des épaules dans ce match-là. Après, il y a eu un Bowen qui est un peu un symbole, parce que Bowen, c'est un joueur un peu, je sais pas à qui est-ce qu'on pourrait le comparer, mais en France, mais c'est un joueur qui n'a jamais été pris dans aucun centre de formation, etc. Bref, donc c'est un joueur revanchard, et c'est lui qui crée le penalty, est dans l'action du penalty, et puis marque le but à la 90e minute. C'est très compliqué pour la Fiorentina, ils ont eu l'occasion de marquer. Je vois encore Mandragora mettre sa frappe à côté alors qu'il a le but ouvert. Bon bref, il y a du manque de qualité dans la Fiorentina, technique, dans les moments vraiment clés, et ça s'est vu malheureusement. Ils ont eu les occasions, ils les ont pas saisies. Donc ça donne ça, mais en tous les cas, ils ont bien représenté, je trouve, le football italien. Comparé à la Roma, c'est déjà mieux, je trouve. C'est déjà mieux parce que moi, ce match m'a un petit peu... en tous les cas, ça m'a enjoué de les voir jouer. Ils étaient très, très ambitieux, ils étaient très souvent dans les 20-30 mètres de West Ham. Donc voilà, après West Ham, c'est pas la meilleure équipe de Première Ligue. Ils terminent 14e ou 15e cette saison. Ils ont galéré toute la saison, donc bien sûr... Je ne suis pas en train de dire la Serie A est meilleure que la Première Ligue, c'est pas ça. Je dis juste que c'est une équipe de Première Ligue avec un très gros budget qui se fait sérieusement bouger par une équipe 9e de Serie A qui a un budget qui doit être un dixième de ce que West Ham a. Donc voilà, j'exagère avec un dixième, mais un quart ou un cinquième, je pense qu'on est dans les chiffres. Donc voilà, donc c'est très très bien. Malheureusement, pas encore vainqueur. Alors, on va basculer de l'autre côté. Bon, alors West Ham, juste pour revenir, West Ham, ils n'avaient rien à proposer, excepté mettre des taquets. Aucun jeu, rien du tout. Juste, ils attendaient que la Fiorentina fasse une erreur pour faire un contre. Voilà un peu le jeu de West Ham.
Bon, bah voilà, après, bah, je comprends pourquoi ils sont 15e de Première Ligue, hein. Il n'y a aucune ambition. Après, en Conference League, ça suffit, bien sûr. En Europa League, ils ne seraient jamais arrivés en finale. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, moi je termine avec ça. La Champions League, finale, samedi, 21h, Manchester City, Inter Milan, à Istanbul. Istanbul, hein, un stade qui me fait encore mal quand je prononce son nom. Mais bref, quoi qu'il en soit, cette finale va être très intéressante parce que je pense que l'Inter est le poil à gratter, s'il doit y en avoir un en Europe, de Manchester City. Manchester City est très supérieur à l'Inter. Je ne suis pas en train de vous vendre l'Inter est au niveau, etc. Pas du tout. Manchester City, l'équipe de Manchester City est très supérieure à l'Inter. Bien entendu, pas le club, hein. c'est un club, bref. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. En tous les cas, l'équipe est très supérieure. Mais s'il y a bien une équipe qui peut les embêter, pour rester poli, c'est bien l'Inter. Pourquoi ? Parce que c'est très très physique l'Inter. C'est très très technique au milieu du terrain et ça a une vitesse et une puissance devant que peu d'équipes ont. Ce qui fait qu'en contre, ils sont létaux. Vraiment, c'est assez impressionnant. Puis en plus, ils ont deux pistons qui sont ultra performants entre Di Marco et Dumfries. Devant Lautaro Martinez, Lukaku ou Dzeko, c'est ultra fort. Et au milieu de terrain, la triplette Brozovic, Barella et Çalhanoğlu, c'est incroyable. Donc non, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que j'ai pas l'impression que l'Inter va se faire... Alors, ils vont se faire dominer, très clairement, mais vraiment beaucoup. Et c'est pas inquiétant pour l'Inter. C'est quelque chose qu'ils aiment. Ils vont peut-être même de temps en temps donner l'impression qu'ils sont complètement à côté du match. Mais en fait, ils adorent se faire dominer, mais à la moindre erreur de relance, de placement, de quoi que ce soit de Manchester City, je pense qu'ils vont s'en souvenir 2 minutes parce que la puissance des des trois attaquants, mais il y en aura que 2 qui joueront demain, parce qu'ils jouent en 3-5-2, c'est tellement impressionnant. Ils sont Lautaro Martinez est dans une forme, mais vraiment, on dirait effectivement, et moi il me fait vraiment beaucoup penser à Milito, en plus fort et plus dynamique, mais je veux dire, il touche, là, à l'heure actuelle, il touche les étoiles. C'est-à-dire, tout tire à peu près, même si c'est des demi-tirs, hein, c'est cadré et ça fait but. C'est incroyable. Donc, je pense sincèrement qu'il peut vraiment faire très très mal à Manchester City. En plus, c'est son année, quoi, hein, Coupe du Monde, finale de Coppa Italia, il la gagne et il marque un doublé, et puis en l'occurrence, finale de Champions League. Donc je pense que vraiment, l'Inter, s'il y a une équipe qui peut vraiment faire mal à Manchester City, c'est l'Inter, parce que l'Inter ne va pas essayer de rivaliser avec City là où ils sont le meilleur. Au contraire, ils vont essayer de rivaliser avec City là où ils sont le moins bons, c'est-à-dire le jeu en transition. Donc, ça va vraiment les challenger, je pense. Et c'est pas une question c'est pas une question de vitesse, hein. Walker va pas suffire parce que effectivement, c'est pas des appels en profondeur que fait l'Inter. Il cherche pas à partir dans votre dos. L'Inter en fait déplace votre bloc de façon très très rapide et vous met sur le reculoir en fait. Donc c'est ça que fait l'Inter et c'est ça qui effectivement fait en sorte que je pense que l'Inter a vraiment une très très grosse carte à jouer pour cette finale de Ligue des Champions. On verra bien. Il est aussi possible qu'ils prennent 4-0 hein, s'ils prennent un but très rapidement, mais je pense qu'ils peuvent, c'est peut-être quasi la seule équipe qui peut les bouger, City, enfin les bouger pas dans le jeu, hein, mais dans le contre, dans la transition. Salut Jacques Lafritte, merci d'être là, bienvenue. On était en train de débriefer les finales de Coupe d'Europe, hein, donc celle d'hier, et puis la finale de Champions
Donc voilà, enfin débriefer, pas débriefer, mais anticiper cette finale de Champions League. En tous les cas, du côté de l'Inter et du côté de Man City, tout le monde est là. Il n'y a pas de blessés, même Mkhitaryan qui s'était blessé en championnat récemment, il sera là. Alors il sera pas titulaire, je crois, mais il sera sur le banc en tous les cas. C'est pour ça que ce sera Çalhanoğlu, Brozovic, Barella au milieu, et pas Çalhanoğlu, Barella et Mkhitaryan. Souvent c'est comme ça. Donc voilà, donc non, ça va être bien parce que tout le monde est au top. Erling Haaland a marqué le pas, très sérieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait bien longtemps qu'il n'a pas marqué. Ce serait bien qu'il continue à pas marquer. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Donc voilà, je dois vous avouer que très sincèrement, voir l'équipe de Manchester City soulever la Champions League me ferait très très mal aux yeux, parce que je trouve que c'est pas un projet qui me plaît. Voilà, j'aime pas du tout ce type de projet soutenu par des États, etc. Prendre des clubs qui sont un petit peu artificiels et en faire la meilleure équipe du monde à coût de milliards de livres sterling, c'est pas du tout le genre de projet qui me plaît. Donc voilà. Donc j'avoue que s'ils peuvent ne pas la prendre, ça m'arrange. Même si, bon, finalement, c'est la peste et le choléra pour moi, parce qu'en face, c'est l'Inter, mais je préfère quand même que l'Inter prenne une 4e Champions. Ça me ferait plus plaisir. Enfin, ça me dérangerait moins, plus exactement. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, on verra bien. J'ai vraiment hâte, en tous les cas, de vivre cette finale de Coupe de Champions League. Je pense que ça va être vraiment l'apothéose de la saison, la cerise sur le gâteau, bref, appelez-le comme vous voulez. Mais je pense que ça va être un sommet de football, probablement le meilleur de toute la saison. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc voilà. Je vais passer maintenant à un sujet un peu délicat pour moi. C'est la fin de Maldini au Milan. 4 ans après, il est arrivé en 2019 dans un club complètement aux abois. Il a restructuré avec l'aide de Gazidis, parce que Gazidis a été vraiment prépondérant dans la structuration du club. Donc lui, il s'est occupé vraiment que du sportif, Gazidis de tout le reste. Gazidis a restructuré le club, on l'oublie beaucoup, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que Gazidis est un super président, vraiment, et c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Sa fin de règne s'est terminée un petit peu bizarrement, parce qu'il a eu un cancer de la gorge, il s'est fait opérer, etc. Bon, donc bref. Aux dernières nouvelles, il était un peu sorti d'affaires en rémission, mais bon, on ne sait jamais malheureusement avec ce genre de maladie. Donc voilà, donc il a dû quitter le Milan, et Maldini, lui, s'est occupé du football. Il était pas directeur sportif, parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent de directeur sportif au sujet de Maldini. Maldini était directeur technique, ça veut dire qu'il gérait tout le la division football du Milan. En dessous de lui, enfin en dessous, à côté, en dessous, je sais pas. Il avait un directeur sportif qui était très expérimenté, qui s'appelle Ricky Massarin, qui vient de la Roma d'ailleurs, mais pas que, mais en l'occurrence, son club précédent, c'était la Roma. La Roma qui fait des bons résultats, c'était Ricky Massara, le directeur technique, avant Monchi en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Monchi est passé par là. Donc voilà, donc c'est vrai que Ricky Massara était le directeur sportif, c'est lui qui était chargé de négocier les contrats, etc. Donc voilà. Donc les deux ont quitté le navire. Pourquoi ? Et ça, c'est important de comprendre pourquoi. Au-delà de tout ce que représente Maldini, c'est vrai que Maldini, ça donnait du cachet au projet, ça donnait une caution de valeur au projet, ça ancrait comment dirais-je, le joueur dans les valeurs du Milan lorsqu'il discutait avec Maldini. Donc c'était important. Et c'était très important en 2019 parce que c'est sur la personnalité de Maldini que Milan a réussi à recruter des joueurs.
comme, je sais pas, Théo Hernandez, Mike Maignan, etc., etc. À l'époque, le Milan était aux abois, plus personne ne voulait venir, c'était un club qui avait frôlé la banqueroute, le dépôt de bilan total et la disparition, qui a été sauvé par Elliott et Gazidis, donc qui a restructuré économiquement le club. Maldini était important parce que quand il discutait avec un joueur, voilà, son aura faisait en sorte que le joueur se disait bon, ok, je vais peut-être, c'est Milan, mais là maintenant c'est Maldini qui est aux commandes, donc je viens. Donc c'était très important de l'avoir en 2019. En 2023, Scaroni, qui est le président du Milan, dit c'est un peu moins vrai. C'est un peu moins vrai. Pourquoi ? Parce que Milan a gagné le championnat en 2022 et a fait demi-finale de Ligue des Champions en 2023. Donc Milan est à nouveau, on va dire, attractif, une destination attractive, surtout pour des jeunes joueurs à fort potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a un coach aussi qui sait développer ce genre de personnes. Le problème, et pourquoi est-ce que Maldini et Massara ont quitté le bateau, ou plus exactement, enfin, quitté ou été virés, enfin, c'est pas... Je pense que ils se sont séparés, les deux parties, Redbird et Maldini et Massara. Pourquoi ? Parce que ils n'avaient pas du tout la même vision du projet. Maldini est un directeur technique, un cadre dirigeant, on va dire, qui a grandi en regardant Galliani et Berlusconi construire le Milan. C'est un directeur technique qui a eu déjà du mal avec Gazidis, a eu déjà du mal la saison dernière à re-signer son contrat. Pourquoi ? Parce qu'il avait des ambitions. Il voulait des moyens pour que Milan, tout de suite, gagne la Ligue des Champions, regagne le championnat une deuxième année d'affilée, etc., etc. Maldini, c'est quelqu'un qui a été habitué à gagner et qui, pour lui, ont construit des équipes avec énormément d'argent, et c'est comme ça. Et c'est pas un problème. Et donc, déjà l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin d'année, donc le contrat de Ricky Massara et de Maldini s'arrêtait, je crois, le 30 juin, et il n'a pas été re-signé tout de suite. Ça a été un mini psychodrame. C'est le 7 ou 8 juillet, je crois, je ne me souviens plus exactement, mais quelque chose comme ça, une semaine à 10 jours plus tard, que leur contrat a été renouvelé. Enfin, renouvelé. Un nouveau contrat a été signé entre Maldini et Massara, et dès le début, on savait qu'il n'y avait qu'1 an de contrat. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était déjà une différence de vue. D'ailleurs, on a vu le mercato. Alors, Maldini a eu un peu plus de moyens, mais il attendait pas ça. Il attendait plus. Il a réussi à acheter De Ketelaere pour 32 millions d'euros, je crois, plus un joueur ou deux, et toutes les recrues, en gros, excepté Malick Thiaw, toutes les recrues sont passées à côté. Aster Vranckx, pas terrible, De Ketelaere complètement inexistant, Malick Thiaw en revanche très très bien, de Schalke, etc., etc. Donc Maldini, de surcroît, c'est pas lui qui va trouver les profils qu'on recrute, les Kalulu, les Théo Hernandez, les Mike Maignan, etc., etc. C'est pas lui, c'est Moncada qui fait ça. C'est le chef scout, qui était l'ancien chef scout du Monaco de 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Monaco qui fait demi-finale de Champions League, qui avait les Fabinho, etc., que personne connaissait à l'époque, qui avait une super équipe avec Mbappé, etc., qui atomise la Juve, enfin, qui atomise pas la Juve, mais qui impressionne la Juve, en l'occurrence, et la Juve en finale, finalement, donc en demi-finale, qui sortent Manchester City, d'ailleurs, justement. Et Moncada, en fait, a été recruté par Gazidis et Elliott pour gérer la partie recrutement. Et c'est lui qui trouve toutes ces pépites là qu'on ne connaît absolument pas et qui finalement performe à très haut niveau. C'est un vrai très 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 bon chef scout. Il va rester chef scout. Il va peut-être même avoir un petit peu plus de responsabilité maintenant. Et Maldini, lui, en fait, il fait le tri dans ses profils que Moncada lui envoie. Et le problème, c'est qu'il prend pas forcément les profils que Redbird souhaiterait. Il prend souvent les profils les plus chers parce qu'il considère qu'il a un œil et qu'il peut voir, qu'il sait reconnaître un bon joueur. Voilà, Redbird, c'est pas trop la stratégie. Redbird, il faut savoir que l'investissement dans le sport, c'est pas un investissement annexe comme Elliott, par exemple, avec Lille et Milan. C'était vraiment un hasard qu'ils se soient retrouvés dans ces affaires-là. Ils se sont dit, pourquoi pas on tente, il y avait une opportunité, les deux clubs cherchaient de l'argent pour se financer, en l'occurrence c'était le Milan de Yong Hong Lee qui avait besoin de 350 millions d'euros.
pour finaliser la vente, et puis le Lille qui était quasi en dépôt de bilan, et en l'occurrence, son ancien président avait emprunté de l'argent à Elliott. Donc ils se sont retrouvés dans le sport un petit peu par hasard, et c'est vrai que Redbird en revanche a une vraie maîtrise du sport, que ce soit en MLS, que ce soit en MLB, que ce soit en NFL, que ce soit en Première Ligue, ils sont actionnaires minoritaires d'une équipe en Première Ligue, Liverpool, c'est pour ça qu'ils peuvent tout à fait, Milan et Liverpool, jouer en Champions League, parce qu'ils ne sont pas actionnaires majoritaires. Ils sont actionnaires majoritaires en revanche de Toulouse, et c'est peut-être ce qui va empêcher Toulouse de participer à une Coupe d'Europe, mais bon, c'est en négociation pour l'instant. Et ils sont actionnaires majoritaires du Milan. Donc ils ont une vraie expertise du foot, de la data, de comment ils veulent mener leur projet pour que les clubs soient et rentables et performants, en gros. Et pour faire ça, ils n'ont pas, d'après ce que dit Redbird, ils n'ont pas envie que Milan devienne un club de seconde zone, pas du tout. C'est pas les investisseurs, c'est pas un fonds de pension américain comme type Bordeaux. Je sais plus qui c'était, c'est pas CVC ou un truc dans le genre, non, CVC c'est ceux qui ont investi dans la Ligue 1 là, mais bref, quoi qu'il en soit, c'est pas du tout ce genre de fonds d'investissement. Eux, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est revendre Milan en 2030-2035 pour 4 milliards d'euros, avec un stade construit, etc., etc. Donc ils ont aucun intérêt à dépeupler le Milan de ses résultats sportifs et de ses meilleurs joueurs. En revanche, les profils des joueurs, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent aussi qu'un club de foot, ça ne gagne pas d'argent. Probablement, la plupart du temps, ça perd de l'argent. Milan, et j'en parlais récemment avec des amis, Milan a gagné 14 millions d'euros l'année dernière, grâce à la demi-finale de Ligue des Champions, grâce aux titres, etc., au revenu marketing. Je suis supporter du Milan, personnellement, depuis 1988. Je pense que c'est la première saison, depuis 1988, où Milan dégage de l'argent. C'est la première saison. Donc, cette stratégie avec des recrutements à moindre coût, des stars qu'on fabrique intramuros à Milanello, avec des joueurs qui ont de très forts potentiels, c'est ça que veut en fait Redbird. Redbird, ils veulent ça. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent, pour pouvoir revendre un club 4 milliards d'euros, il faut que non seulement effectivement il y ait des infrastructures, donc le stade, tout ça, non seulement il y ait des résultats sportifs, bien entendu, mais aussi il y ait des revenus. S'il n'y a pas de revenus, si c'est pas un club sain, il n'y aura jamais ces 4 milliards d'euros. Donc voilà un petit peu la stratégie. Et Maldini est un directeur que j'aime. Enfin, pour moi, je suis fan de personne. Vraiment, j'ai pas de. Non, j'avoue que j'ai beaucoup aimé Zidane dans ma carrière, mais tout s'est arrêté un soir de 2006. Je vous laisse deviner lequel. Pour moi, il m'a trahi comme jamais. Il aurait pu me trahir plus. Et en l'occurrence, à part lui, pour moi, ce qu'est le football, comment est-ce qu'on doit se comporter dans le football, et dans la vie, pas seulement dans le foot, mais dans la vie, la fidélité de Paolo Maldini, le charisme de Paolo Maldini, le leadership naturel de Paolo Maldini, pour moi, c'est ça le football. Donc, je suis complètement, on va dire, acquis à la cause de Maldini. Mais c'est un directeur à l'ancienne, et c'est un dirigeant à l'ancienne, et je pense que Redbird a un plan pour le Milan, et c'est un plan qui est viable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent garder Pioli. Pourquoi ? Parce que Pioli, lui, sait développer des jeunes talents très promoteurs, les amener au plus haut niveau, les faire gagner même, comme il l'a fait. Donc bien sûr, avec de l'aide, Maldini était là tous les jours à l'entraînement pour encadrer ces joueurs-là. Il y avait aussi Ibrahimovic, il y avait bien sûr Ricky Massara, etc. Là, c'est une nouvelle équipe qui va arriver, un petit peu plus étoffée, avec moins de pouvoir centralisé dans les mains de une personne, mais plus des décisions collégiales. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont expliqué dans leur on va dire, communiqué, par le biais du président, mais aussi du secrétaire général, etc. Donc voilà, moi j'attends de voir, je suis pas encore complètement déprimé, je suis touché par le fait que la caution d'Amilan du Milan soit partie, mais je me dis aussi que Redbird a tous les intérêts du monde à faire du Milan une équipe qui gagne. Donc voilà, j'attends de voir la stratégie, enfin je la connais, je vais voir si elle marche sans Maldini et sans Ibrahimovic.
C'est surtout ça, en fait, que je veux voir. Si elle marche, écoutez, on verra. Là, on voit déjà des joueurs comme Maignan, comme Théo Hernandez qui hésitent à re-signer ou à partir. Théo à partir, Maignan à re-signer son contrat. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'ils ne savent pas quelle direction prend le projet. Sans Maldini. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont des interrogations que forcément ça va pas le faire. Tu peux avoir des interrogations un jour J et puis 3 mois après te dire bah non en fait ça va, tout va bien, je reste. Donc on verra bien ce que l'été nous présentera. Voilà. Écoutez, pour Maldini et pour Milan, c'est à peu près tout. On verra, de toute façon on commentera ça tous ensemble, hein, ça c'est clair. Donc voilà. On va passer maintenant à la stratégie saoudienne. Je voulais faire un petit point sur qu'est-ce que l'Arabie Saoudite cherche avec ses investissements sur des joueurs, on va dire, anciens, même si je pense que Benzema a encore 2 belles années devant lui, Modric probablement encore aussi, etc. etc. Bref. Le truc, c'est que en fait, l'Arabie Saoudite développe un plan à 3 niveaux. Hein. Hier, j'écoutais un podcast aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était une émission d'hier de l'afterfoot. Alors, je suis pas là pour comment dirais-je, plagier l'afterfoot ou voilà, mais juste vous donner quelques indications parce que j'ai pas lu que ça non plus. J'ai lu d'autres choses. J'ai pas écouté que ça. J'ai lu d'autres choses sur le projet saoudien. Et c'est vrai que ça se situe à 3 niveaux. L'Arabie Saoudite est une monarchie relativement autoritaire, et elle a vu ce que le printemps arabe a pu faire à tous ces autocrates un petit peu du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc ils essayent d'anticiper ce genre de choses, en gros en faisant un petit peu comme la Chine. La Chine a fait exactement la même chose. En gros, c'est laisser les gens accéder à un mode de vie beaucoup plus occidental, cool, avec des loisirs, avec les mêmes loisirs que tout le monde, hein, comme même en Russie, c'est la même démarche. C'est-à-dire se dire, pas de souci, on n'est pas dans un pays fermé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème, vous avez un niveau de vie suffisant pour profiter de la vie, profiter des voyages, du tourisme, d'Internet, etc. Mais en faisant ça, ça décharge un petit peu les gens d'éventuelles velléités de révolution. Donc voilà, si en revanche vous êtes beaucoup trop strict à tous les niveaux, il y a un moment donné ça pète et ça fait comme dans le printemps arabe. Donc bien entendu, MBS, qui est Mohamed Ben Salman, hein, qui est le Premier ministre, prince héritier, probablement futur roi d'Arabie Saoudite, même si c'est pas lui l'héritier légal, hein, parce que c'est pas lui l'aîné, mais c'est celui qui est le plus aux affaires, on va dire. Effectivement, MBS, je sais pas s'il deviendra roi d'ailleurs, hein. Peut-être il restera juste dirigeant du pays et son frère deviendra roi, mais un espèce de roi représentatif, c'est possible. Donc, en tous les cas, MBS, c'est lui qui dirige le pays, il est Premier ministre, et c'est vrai qu'il veut déjà ça. Il veut calmer la jeunesse saoudienne. L'Arabie Saoudite, c'est un grand pays, plus de 30 millions d'habitants, c'est un des pays les plus riches du monde. Donc c'est vrai qu'en amenant des stars de foot, etc., en les faisant accéder à tous les loisirs occidentaux, on va dire, écoutez, normalement, il va désamorcer d'éventuelles velléités de révolution. Donc ça, c'est première démarche en faisant venir ces joueurs, et les Saoudiens sont très très fans de football. C'est pas du tout comme au Qatar, où au Qatar les stades sont vides parce que tout le monde s'en fout du football. En même temps, ils sont 300 000, les réels Qataris en Arabie Saoudite sont 30 millions quand même. C'est pas du tout la même échelle. Je crois qu'au Qatar, il y a 3 millions d'habitants, il y a 300 000 Qataris. Le reste, c'est des expatriés. Donc voilà. Enfin, expatriés, ça c'est... voilà, pour être poli, parce que ça, dans certains cas, ça peut être des esclaves. Donc, en l'occurrence, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est aussi, quand on parle de Cristiano Ronaldo, quand on parle de Messi, en l'occurrence de Messi, mais il va pas venir, mais de Modric, de Benzema, etc., on parle de l'Arabie Saoudite avec un autre sujet que la peine de mort ou le droit des femmes.
Donc c'est très important d'avoir une vitrine à l'extérieur. Donc en gros, le premier volet, c'est comment est-ce que je fais pour satisfaire les gens qui vivent dans mon pays, pour désamorcer d'éventuelles velléités révolutionnaires. Deuxième volet, c'est comment est-ce que je représente l'Arabie Saoudite différemment à l'extérieur, en présentant des stars, en faisant parler de l'Arabie Saoudite, mais pour des choses positives, enfin, entre guillemets, parce que bon, avec les salaires, bon voilà, mais en tous les cas pour des choses plus positives, en amenant des gens avec un énorme impact sur les réseaux sociaux, comme Cristiano Ronaldo est la personne au monde qui a le plus de followers, hein. Quand il dit quelque chose sur l'Arabie Saoudite, il y a énormément de gens qui sont impactés par ça, et dans le contrat, il faut savoir que ces joueurs-là, hein, et ça c'est très très marrant, c'est Thibaut Leplat qui disait ça dans l'Afterfoot, ces joueurs-là sont des, comment dirais-je, des employés d'État. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés par des clubs, ils sont payés directement par l'État saoudien, d'accord ? Donc Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, et puis tous ceux qui vont arriver, sont payés directement par l'État saoudien. Parce que comme, en gros, outil de publicité. Ça veut dire que c'est quasi impossible pour eux de dire quelque chose de négatif sur l'Arabie Saoudite. D'accord ? Donc sur leurs réseaux sociaux, étant donné que ce sont des fonctionnaires d'État, hein, tout simplement, saoudiens maintenant, hein, ils sont payés par l'État saoudien, en fait, c'est clair que sur leurs réseaux sociaux, il n'y aura que des choses positives sur l'Arabie Saoudite, et ça vous donne un rayonnement différent. À côté de ça, Léo Messi, c'est vrai qu'ils l'ont pas eu, mais ils l'ont eu, hein, parce que donc il joue pas dans leur championnat, il va à l'Inter Miami, comme on l'a vu, hein, pour bien sûr le projet sportif, et puis surtout pas pour l'argent, d'après ce qu'il a dit. Mais bon, après, chacun tirera ses conclusions, hein, parce que si c'était pas pour l'argent, il aurait pu aller au Barça. Mais bon, le truc en l'occurrence, c'est que Messi a ce contrat de sponsoring pour le tourisme, l'office du tourisme saoudien. Donc voilà, et effectivement, il est de toute façon employé lui aussi de l'État saoudien à hauteur de 30 millions d'euros par année, pour faire quelques pubs sur le tourisme en Arabie Saoudite. Bon, je sais pas si vous avez vu sa pub là où il a une jumelle, il est en safari dans le désert, en Arabie Saoudite. Bon, voilà. Je sais pas si ça va faire venir des gens, mais en tous les cas, Messi c'est la même chose, hein, un rayonnement planétaire. Donc tous ces joueurs-là sont des outils de promotion publicitaire pour changer l'image, ou en tous les cas les sujets pour lesquels on parle de l'Arabie Saoudite à l'étranger. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie du truc. Et puis enfin, la troisième partie, c'est effectivement l'intérêt footballistique. L'Arabie Saoudite, contrairement aux autres pays du Golfe, est un pays qui est fou de foot. C'est pas du tout un pays qui fait ça de façon un petit peu artificielle, donc comme je citais, comme le Qatar, hein, le Qatar a fait venir des stars, hein. Il y a eu énormément de stars, je sais pas, je pense à Kanouté, je pense à Xavi, je pense à plein de joueurs comme ça qui sont venus terminer leur carrière au Qatar. Les stades sont vides, tout le monde s'en fout, c'est pas du tout le délire. Je pense qu'à Abu Dhabi c'est à peu près la même chose, Koweït probablement aussi, bref. C'est pas du tout des fans de foot, c'est plutôt des fans, et ça c'est pas du tout, c'est une réalité culturelle, attention ce que je dis, hein, c'est pas, je me fous pas de la gueule des gens, parce que chacun a les passions qu'ils veulent, ils adorent en revanche les courses de chameaux. Et ça, pour de vrai, c'est vraiment une passion nationale au Qatar, la course de chameaux, et pas que au Qatar, à Oman, dans tous les Émirats. Donc voilà, ça c'est vraiment leur sport numéro 1, c'est les courses de chameaux. Les chameaux valent très 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 cher, ils ont des espèces de petits robots sur le dos qui les fouettent pour les faire aller très très vite, hein, parce qu'ils sont pas conduits par des hommes, hein, c'est pas possible de rester sur un chameau qui est au galop, hein, ou alors à moins que vous soyez accroché au chameau, mais bon, aucun intérêt. Donc c'est vraiment des courses de chameaux. Et effectivement, ça c'est la passion numéro 1, on va dire, au Qatar et dans les Émirats, sportive en tous les cas. Donc le foot, c'est un peu relégué au second plan. Mais en Arabie Saoudite, c'est pas du tout la même chose, ils sont fous de foot. Et ils veulent effectivement faire un vrai bon championnat. Ils veulent aussi gagner des Ligues des Champions asiatiques, même s'ils en gagnent déjà beaucoup. Et pourquoi pas un jour
un championnat du monde des clubs, pour mettre au milieu de la map le championnat saoudien. Ça, c'est un peu l'objectif aussi numéro 3 de cette mouvance géopolitique, enfin de ces mouvements géopolitiques de l'Arabie Saoudite avec les joueurs de foot. Voilà. Donc je voulais juste un petit peu analyser parce que ça diffère du Qatar en ce sens que le Qatar en fait, lui n'a pas d'intérêt sportif pour le football, veut une seule chose, c'est faire exister le pays. Encore une fois, c'est un très petit pays et il voulait absolument pas disparaître et être absorbé, par exemple, par l'Arabie Saoudite, parce que le Qatar est une petite terre accrochés sur le côté de l'Arabie Saoudite, ils auraient très bien pu être absorbés, comme ça, du jour au lendemain, ou envahis par l'Iran, juste en face, bref. En l'occurrence, ils avaient besoin du sport et du soft power du sport pour exister et faire en sorte que ça ne soit pas en toute impunité que leur pays se fasse envahir, par exemple. Donc c'est deux choses complètement différentes et on ne peut pas comparer la stratégie du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'Arabie Saoudite a une façon de traiter ses clubs différente. Vous regardez la façon dont ils traitent Newcastle n'est pas du tout la même chose, alors que Newcastle a plus de moyens financiers que le Paris Saint-Germain à la base. D'accord, avec les revenus de la Première Ligue, etc. Ils pourraient craquer complètement sur des superstars, et c'est pas du tout ça qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que eux, leur objectif numéro 1, c'est le sportif. C'est pas la représentation comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain prend des décisions qui sont... Enfin, le Qatar prend des décisions pour le Paris Saint-Germain qui sont des décisions publicitaires, de représentativité de l'État qatari, et pas l'objectif numéro 1 n'est pas de gagner. Donc c'est ça le souci en fait. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain ne gagne pas. Newcastle se construit comme un vrai très bon club de foot, avec un très bon entraîneur, des choix qui sont pris par des professionnels du football. C'est pas MBS qui prend des décisions, c'est pas non plus le ministère du sport qui prend des décisions pour Newcastle, c'est le directeur sportif qui prend des décisions pour Newcastle en accord avec Eddie Howe. Donc c'est complètement différent en fait. donc voilà. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Abu Dhabi, c'est un peu la même chose que le Paris Saint-Germain, sauf qu'ils ont confié les clés du camion. Ils ont parié sur une superstar, mais cette superstar, c'est Guardiola. Donc étant donné que c'est l'entraîneur, la superstar, bah, on va dire que le projet tourne un petit peu différemment parce qu'ils ont pris une superstar qui est compétente. Guardiola est quelqu'un de compétent, même si vous savez que probablement que je l'aime pas beaucoup, mais on peut pas dire qu'il soit pas compétent. Donc voilà. Donc c'est trois projets qui sont différents, enfin deux styles de projets différents, et puis à l'intérieur de la représentativité de Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis et du Qatar, il y a aussi la façon de faire différentes pour la représentativité. Donc voilà. Donc c'est pas, il faut pas juger les investissements saoudiens, les décisions saoudiennes à l'aune des décisions qataries et dire ah ouais mais vous voyez l'Arabie Saoudite ils sont plus intelligents. Non, c'est juste différent. Ils ont des objectifs différents donc forcément ils y vont différemment. Donc voilà. Voilà un petit peu. Avec le recul, ce que je pense de la stratégie saoudienne dans le football, qu'est-ce que ça va donner, voilà, écoutez, après, les gens qui jugent l'Arabie Saoudite ou pas, je voulais partager quelque chose aussi qui est une réflexion propre, mais ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de penser au bien et au mal, et de me dire que ça existait. Je suis désolé, là je rentre dans des considérations presque philosophique, mais je pense que le bien et le mal c'est un problème comment dirais-je, de contexte socio-éducatif et de contexte socio-culturel. C'est-à-dire que ce qui est toléré chez nous à l'heure actuelle, on va dire, quand je dis chez nous, c'est en Occident, dans 20 ans, probablement qu'on se dira, mais comment est-ce qu'on faisait pour faire ça il y a 20 ans ? On s'auto-jugera en disant, ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est vraiment pas bien du tout. Comment est-ce que ça se fait qu'on fasse ? Parce qu'en ce moment, probablement, il y a des choses qu'on fait, qu'on trouve limite normales, qui vont être jugées pas bien dans 20 ans.
Donc, ce sera juste une question de contexte socio-culturel, socio-éducatif et temporel. En gros, le bien et le mal, c'est temporel. C'est temporel et ça dépend de votre niveau socio-éducatif et socio-culturel. Niveau ou moment dans le développement. Donc oui, on a beau jeu de juger, je sais pas, la Chine, etc., de dire c'est pas bien, pas de problème. Bien sûr que à la base, que les femmes n'aient pas de droit, c'est un problème pour moi. Que la peine de mort existe, c'est un problème pour moi. Mais je me sens absolument pas légitime pour dire ça, c'est le mal absolu. Non, c'est juste qu'ils n'en sont pas au même niveau, au même moment de leur développement, ils n'en sont pas au même, comment dirais-je, contexte temporel, et que peut-être que dans 30 ans, on dira d'autres choses de l'Arabie Saoudite et du Qatar, ou de la Chine, ou de la Russie, ou des choses comme ça. Et nous aussi, on se jugera dans 30 ans différemment. Hein, si on prend, il y a des choses il y a 30 ans qu'on trouve totalement normales maintenant en Occident. Et il y a 30 ans, on les jugeait complètement scandaleuses, on jugeait que c'était des maladies, on jugeait que c'était des choses comme ça. Est-ce que à l'époque, c'était vraiment très très mal ce qu'on faisait, et maintenant c'est vraiment très très bien ce qu'on fait? Je ne sais pas. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, pour moi, que les gens acceptent l'argent de l'Arabie Saoudite, moi je trouve que le fait que l'Arabie Saoudite et le Qatar s'ouvrent comme ça au sport, avec des Coupes du Monde, avec ces grandes stars, etc., en fait, au contraire, c'est le vecteur pour faire évoluer leur société. Évoluer vers quoi? Je ne sais pas, hein, si c'est le bien ou le mal, mais en tous les cas, la faire évoluer, parce que justement, il s'ouvre. D'accord? Et moi, je trouve pas ça du tout scandaleux que Cristiano Ronaldo, Benzema et je ne sais qui prennent l'argent de l'Arabie Saoudite. Parce que je suis personne, moi, pour dire que ce que fait l'Arabie Saoudite, c'est mieux que la guerre en Libye que la France a déclarée, ou la guerre en Irak que les États-Unis ont déclarée. Je suis personne. Pour dire ça, je me sens en tous les cas pas suffisamment fort pour être sûr que c'est mieux que ce que fait l'Arabie Saoudite. Donc voilà. En l'occurrence, voilà ce que je voulais vous dire, c'est tout. Je vais terminer le dernier jeudi de la saison sur des considérations philosophiques sur le bien et le mal. Voilà. Je pense que le bien et le mal, c'est nous qui le jugeons en fonction de notre temps, de notre culture et de notre éducation. Voilà, c'est tout. Et ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour l'autre, et c'est pas un problème. C'est comme ça en fait. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite sur ce une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté encore cet épisode de Buonasera Calcio, le dernier du jeudi soir pour cette saison, mais bien sûr hein, on reviendra le jeudi soir à partir du mois de septembre. Mais en attendant, on se retrouve lundi, bien entendu, pour débriefer la finale de Ligue des Champions, et puis traiter probablement un autre sujet. Il y a des transferts déjà qui commencent à être faits, hein. Jude Bellingham, 103 millions au Real Madrid, on se demandera peut-être si c'est une bonne idée ou pas, et qu'est-ce qui reste à faire au Real après les départs de ces superstars, etc., etc. Donc il y a plein de sujets encore lundi prochain. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Merci encore de votre fidélité, et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.